Coucou, c'est Tatanexia et aujourd'hui nous allons chroniquer un recueil, et oui, pour la première fois sur la chaîne, il s'agit d'Amour surnaturel, volume 2, un recueil qui comprend 7 nouvelles, 7 auteurs. Ça va parler d'amour, certes, de fantastique, mais aussi, méfiez-vous des ombres. Et oui, l'Alsacienne indépendante vous réserve de bien belles surprises. Des autrices, un auteur avait un objectif, écrire une histoire d'amour entre des créatures surnaturelles. C'est parti! Alors, juste avant, petit aparté, on a eu quelques soucis avec Mondial Relais et la livraison, donc vu que l'ouvrage n'est pas forcément très joli à montrer, je vais juste te lire le résumé et après je continuerai normalement. Au plus profond d'une forêt hantée, dans le quotidien d'une ado cabossée, au milieu d'une ronde de sorcières, entre ciel et terre si proche de l'enfer, même dans l'âme d'un métamorphe sauvage et dans celle d'un centaure privé de ses atouts, ou encore, au fond d'un congélateur, l'amour frappe partout, laissant des victimes sur son passage. Ah oui, ça vous donne envie, et encore vous n'avez rien lu, passez des soirées bien accompagnées. Et oui, effectivement, l'amour a plusieurs visages. Pour la première chronique de la chaîne d'un recueil, je vais vous expliquer un petit peu parce que j'ai effectivement noté chaque nouvelle sur 5. J'ai sélectionné un passage préféré par nouvelle et j'ai donc demandé les genèses des autrices et de l'auteur. Et donc je vais faire une genèse, une chronique, une genèse, une chronique. Nous commençons donc par la première nouvelle. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice. Il était une fois. L'Ami est le premier essai d'Aurélie Beutin avec le fantastique. Elle est fan de Stephen King et une lectrice assidue du genre. Mais elle avait peur de ne pas être crédible. Elle a failli ne jamais soumettre ce texte à l'œil des lecteurs et ça aurait été bien dommage. Passons maintenant à ma chronique. 4,2 sur 5 pour cette nouvelle. Alors c'est la première nouvelle du recueil, L'Ami. Ça évoque une créature surnaturelle assez commune. L'originalité vient surtout du sujet traité, le harcèlement. Une jeune fille, Morgane, qu'on trouvera au début dans une baignoire et qui peine à raconter ce qui lui est arrivé. Un autre personnage est présenté, un certain Eric. Mais peut-elle lui faire confiance? Qui est Eric? J'ai bien parlé effectivement d'une créature très commune. Passons maintenant à mon passage préféré de la première nouvelle. Cette violence n'a rien d'acceptable. Les filles se sont jetées sur elle alors qu'elle attendait Eric. Elles étaient 3. Ah, direct, je sais que c'est un peu court. On sent que Morgane va nous raconter quelque chose d'horrible. Et encore, si vous saviez, les apparences sont souvent trompeuses. C'est parti pour la deuxième nouvelle, celle d'Alexis Breton. Il était une fois. Alors Alexis a eu un ouvrage sur la comtesse hongroise Elisabeth Báthory. Fiche, oui, on en a parlé avec Oreza, d'ailleurs c'est exactement la même comtesse. Il a eu l'idée d'écrire cette nouvelle dont l'intrigue se déroule au cœur des pays slaves. Ma chronique, 4 sur 5. Alors oui, c'est la troisième nouvelle et pas la deuxième, vous allez comprendre pourquoi après. Donc le dit de Sigrid. Direct, on est plongé ailleurs. Époque médiévale avec un jeune apprenti sorcier qui se fait ensorceler par une créature tombée amoureuse de lui. Alors j'ai eu un petit peu de mal avec le vocabulaire riche et des mots peu employés, disons qui sont pas forcément employés très couramment quand on lit. Alors c'est un avis personnel, il y en a d'autres effectivement qui vont adorer justement enrichir leur vocabulaire comme ça. Les émotions sont présentes, je me suis attachée à Sigrid rapidement. L'originalité vient d'abord de l'univers, c'est très vaste, on a des aventures et des scènes palpitantes en peu de temps. Passons maintenant à mon passage préféré. Depuis les crêtes affilées des hautes montagnes délimitant cette contrée reculée, ces nappes ondoyaient sinistrement jusqu'aux vallées habitées par un peuple fier, rude et superstitieux. Ces gens n'osaient guère s'aventurer dans les bois environnants parce qu'ils les prétendaient hantés par des créatures aussi fabuleuses que malévolentes. Ah ouais, j'aime beaucoup car dès le début en fait on comprend l'univers, on est dedans, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il s'agit de la nouvelle d'Élodie Morgan, le doux coquelicot. Il était une fois. Alors cette nouvelle, elle avait initialement été écrite pour un athée dont le thème était le rouge. Oui, coquelicot, rouge, mais il n'y a pas que ça. Son métamorphe tueur à gages vous intriguera-t-il? Pour celles et ceux qui connaissent les univers d'Élodie Morgan, vous allez aller encore plus loin avec cette nouvelle. Surtout, faites un petit peu attention là où vous mettez les pieds, même dans les maisons closes.
Maintenant, ma chronique. Ce sera la note de 4,4 sur 5 pour cette 4e nouvelle. Alors déjà, j'aime beaucoup, déjà parce qu'il y a un rebondissement, quelque chose qui m'a accroché, je veux dire, dès le départ, en fait, qui m'a happé. Ensuite, c'est un univers assez familier. Disons que c'est comme si on sortait dans la forêt, qu'on le croisait. C'est vraiment très fluide. J'ai vraiment adoré Tanis, le personnage principal, la lanterne rouge et son histoire avec Aiko, son doux coquelicot. Oui, les apparences sont bien trompeuses, hein. C'est un métamorphe, mais... Aiko, qui est-elle? Et passons maintenant à mon passage préféré. Il accorda un dernier regard glacial à sa victime avant d'écraser sa botte sur son visage ensanglanté. Il espérait ainsi réduire au silence ses gémissements de plus en plus aigus. Or, c'était peine perdue. Ah ouais, mais dès le départ, on accroche, j'ai vraiment bien aimé ce passage. Et juste, j'en rajouterai un. De quoi as-tu envie? Homme? Femme? Fantastique? Juste pour vous intriguer. Oh ouais, un petit peu glaner quelques indices là. Il était une fois, et c'est parti pour Mélodie Or. À la base, le récit fut écrit pour son cher et tendre. Tout a commencé par un rêve. Il devait faire seulement 2-3 pages, mais l'imagination lancée, difficile de l'arrêter. Et comble de l'ironie, il a réussi à la faire pleurer en lui disant que sa première fin était nulle. Elle l'a donc complètement réécrite, et aujourd'hui elle est bien contente qu'il ait été aussi dur. Merci à lui. Mais ouais, il me rappelle un petit peu Léo. Et maintenant, ma chronique sur cette 5e nouvelle. Le gouffre de l'oubli de Mélodie Or a obtenu 4,3 sur 5. Effectivement, on a une foi qui a disparu, une certaine Ava qui va se retrouver à devenir la 5e épouse de Caril. Pourquoi? Vous le devinerez en lisant. En tout cas, j'ai apprécié la Cité Céleste. Je vais un petit peu donner un indice là. Et je peux vous dire que j'ai frissonné lors de certains dialogues. Artemia, la purificatrice des cieux, la guerrière céleste qui aurait tué 1000 démons. Et maintenant mon passage préféré. La jeune femme force à l'entrée de ce qui devait être une ancienne église, un lieu saint laissé à l'abandon comme le reste ici-bas. Elle referma la lourde porte avant de soupirer de soulagement. Ava arracha son foulard et secoua sa chevelure cuivrée pour se débarrasser des derniers grains de sable. Elle inspecta l'endroit d'un regard. Personne ne semblait avoir investi le site récemment. Ah oui, j'ai volontairement mis le petit paragraphe du début car ça révèle un petit peu l'univers et je ne veux pas trop vous spoiler. C'est fluide dès le départ, on est complètement happé. Et maintenant, il était une fois avec la nouvelle de Florian Odella. L'histoire est basée en grande partie sur des faits réels, lieux, noms, témoignages et bascule dans l'inexplicable. Floria aime jouer avec les frontières entre réalité et fiction au point que le délirant devient plausible. Et maintenant, ma chronique. Ce sera la note de 4 sur 5 pour la 6e nouvelle qui s'intitule La sorcière de Roufac. Et si je le prononce bien. On débute gentiment, si on peut dire, avec une pauvre Marie qui est promise à un vieux Georges qui boit alors qu'elle en aime un autre, la pauvre. Voilà qu'un soir, l'irréparable se produit, ne spoil, elle suit un certain Emerlin. Une cérémonie se profile alors, signe avec une goutte de sang. Oups, Marie le fera-t-elle? Est-elle consciente de ce qui lui arrive? Ah oui, il y a vraiment beaucoup de réflexion dans cette nouvelle. Faites bien attention à ne pas louper une seule ligne. Et maintenant, mon passage préféré. J'aime Robin, le fils du meunier. Et Robin même, il veut m'épouser. On s'est fiancés en secret dans la grange. Ce matin, il est allé demander ma main à mon père. Il a refusé, il a chassé de la maison en coup de pied. Oui, un dialogue, ça change un petit peu parfois. Au début, je me suis dit, oh, allez, on sait tout de suite ce qu'il en est, etc. En plus, avec le titre de la nouvelle. En fait, vous ne vous attendez pas du tout à ça. J'ai été très surprise, c'était vraiment une très belle surprise. Et c'est encore plus intriguant de se dire que c'est peut-être tiré d'une histoire vraie. Et maintenant, il était une fois la jeunesse de Reine Rousseau. Ça faisait longtemps qu'elle tenait à écrire une histoire ayant pour point de départ une malédiction lancée par une créature malfaisante. Elle souhaitait que le héros victime de cette malédiction soit d'appartenance noble et appartienne à un peuple sylvestre. Comme la forêt, c'est un lieu très symbolique qui l'inspire particulièrement pour l'écriture de ses histoires. Elle a commencé à réfléchir à l'espèce. Elle a hésité entre les faunes, les centaures, mais son choix s'est finalement porté sur les centaures. Le thème de la différence du rejet, c'est vraiment ce qui la touche particulièrement. Elle adore justement lire ça. C'est en visitant un parc animalier en juin 2019 que l'idée de la métamorphose en pan blanc lui est venue pour l'héroïne de sa nouvelle. Cet animal la fascine depuis toute petite, mais c'est la première fois qu'elle a eu la chance d'en voir un très près. Après, eh bien, il fallait peut-être l'espèce aussi de l'héroïne. Ce sera une sylphide. C'est aussi pour elle une manière d'inventer une histoire avec les sylphes dont elle n'avait vraiment jamais lu, on va dire, d'histoire là-dessus. Le plumage blanc du pan lui a immédiatement donné l'idée de transposer son histoire pendant la période de Noël. C'est une histoire qui se déroule à Noël. Bien entendu, le but était d'inventer une symbolique de nouvelles différente dans sa nouvelle. Après, elle a songé au prénom, mais pas tout de suite. Elle a commencé à écrire quelques lignes, quelques idées, et puis seulement après, ça s'est un petit peu développé.
Elle voulait un prénom floral pour son héroïne, qui symbolise la reverdie, le renouveau, et son choix s'est finalement porté sur Iris. Pour le héros, il s'appelle Erwan, et je vous laisserai découvrir pourquoi. Le nom de famille de Sanorles, si je le prononce bien, elle a mis beaucoup de temps à l'inventer et aussi elle voulait une symbolique derrière ce nom. En latin, Sano, ça signifie guérir, et c'était parfait pour elle, car Erwan a un petit peu un rôle de guérisseur. On commence un petit peu à voir où on va en venir. Pour le reste de l'intrigue de sa nouvelle, ça s'est formé peu à peu dans son esprit. Elle a pu bâtir un plan, mais sans beaucoup de détails. La majorité des détails lui sont venus au fur et à mesure de l'écriture. En effet, il y avait des idées super intéressantes auxquelles elle n'avait pas pensé au départ, qu'elle a intégrées dans l'histoire. L'écriture de sa nouvelle s'est déroulée de nuit, car c'est à ce moment-là que l'inspiration lui venait le plus. D'ailleurs, pour cette raison que sa nouvelle contient autant de passages sombres. Et maintenant, ma chronique. Ce sera la note de 4,2 sur 5 pour cette nouvelle, un vœu sylvestre d'éternité. Erwan est un centaure qui en a bavé. Impossible pour lui de pardonner aux sylphes, les sylphéides. Pourtant, quand il remarque l'une de ces créatures mal en point et que des souvenirs remontent à la surface, il ne peut pas la laisser mourir. Il doit lui sauver la vie, mais qui est-elle? Et surtout, fait-il le bon choix? Passons maintenant à mon passage préféré. Depuis des siècles immémoriaux, les peuples d'un monde féerique lointain célébraient l'hiver avec une pure exaltation. Cette saison, au cours de laquelle ils communiaient avec la nature environnante, constituait un symbole de renaissance charnelle et spirituelle. Ils puisaient en elle sa magie salvatrice, s'en substantaient pour régénérer leur corps et leur esprit, puis la gratifiaient de multiples bienfaits. Le jour de Noël représentait un point culminant de cette réviviscence. L'univers est posé, on va bientôt faire la connaissance du personnage principal. Bonne ambiance. Et passons maintenant à la genèse de la seconde nouvelle. Il était une fois avec la jeunesse de Maritza. Je crois que c'est moi. Alors, j'ai un ami, Fabien P, qui se reconnaîtra, qui travaillait dans un magasin de surgelés avant la Fnac, et il m'a raconté quelques petites anecdotes, et ça m'a complètement inspiré pour ma nouvelle, un cercueil sous les congélateurs. Oui, je sais, en termes d'idées de titre, j'adore. Alors, oui, vous ne verrez plus jamais Thierry ou Picard de la même manière. J'aime beaucoup la légende de Dracula, mais je voulais vraiment y apporter ma sauce. Une femme, déjà, et puis également, c'est la première nouvelle, peut-être la seule, que j'écris dans laquelle le personnage principal est un homme. C'est vrai que d'habitude, c'est toujours des héroïnes, et pour le coup, là, il y a un homme. Ah oui, un honneur à Fabien. J'ai également voulu intégrer des banshees, des chasseurs, des sorciers, ouais, tout cela en une nouvelle. Ah ouais, c'est un petit peu ça le Maridien, on met plein d'ingrédients dedans, et puis à la cuisson, on voit ce que ça donne. Alors ce n'est pas linéaire, il y a des retours dans le passé transylvanien, et j'adore les moments entre l'instant présent, le passé, pour vraiment comprendre ce qui se passe, et les explications d'outre-tombe. Alors puisque c'est ma nouvelle, je peux pas me chroniquer, sinon je me mettrais 2 sur 5, vu que je suis extrêmement exigeante, surtout en plus envers moi-même, et ça plomberait complètement la note de la nouvelle. Alors je laisse la parole à notre éditrice. Oui, je parle au nom de mes collègues, Elodie Morgan, qui dirige l'Alsacienne indépendante. Merci encore une fois à elle, puisque malgré son emploi du temps extrêmement chargé, elle a pensé à faire une petite vidéo, je la remercie. Merci beaucoup, merci. Bonjour à tous, Maritza Jaillet m'a demandé de vous parler de sa nouvelle dans l'anthologie Amour surnaturel, que voici, intitulée Un cercueil sous les congélateurs. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette nouvelle? Bien tout d'abord à cause de l'ambiance de celle-ci, et surtout à cause de l'humour de l'auteur. Vous comprendrez quand vous la lirez. L'univers y est riche, sans pour autant qu'on s'y perde vu le format court de la nouvelle. Et le rythme donné par l'auteur nous tient en haleine jusqu'à la fin. On a vraiment envie de savoir comment ça se termine. Ça, pour moi, c'est le plus important. Et en plus, elle a écrit cette nouvelle en hommage à un ami commun à nous, donc Fabien, qui se reconnaîtra. Et j'espère qu'il a passé un bon moment en lisant ce texte, parce qu'on n'a pas encore eu son retour et on l'attend. Voilà. Donc même si cette nouvelle manquait un petit peu de romance à mon goût, de dégoulinant, comme dirait Maritza, je ne doute pas qu'elle saura vous charmer et que vous passerez un agréable moment en la lisant. Et dès à présent, ma chronique globale sur l'ouvrage. Et oui, on arrive à ma chronique globale, ce sera donc la note de 4,2 sur 5 pour ce recueil de 230 pages. La couverture réalisée par 2LI, ah là là, je surkiffe la couverture. Mais vous avez vu ces détails, une femme, le crâne, les couleurs, on est complètement dans le surnaturel, l'amour, il y a aussi de la magie, il y a le rouge, il y a le détail dans les cheveux, le pentacle. On voit en fait qu'il va se passer beaucoup de choses dans ce recueil, et rien qu'à l'image avec les décors qu'il y a sur cette couverture, il y a vraiment une unité en fait. Chaque nouvelle peut se représenter dans cette couverture. Et oh oui, c'est vrai qu'effectivement, ce recueil, attendez, puisqu'il est sorti le 14 février 2020 et j'en fais partie. Alors, toutes ces nouvelles s'accordent bien, et pourtant, chaque auteur a gardé sa patte, son univers propre, je peux le confirmer. En termes de longueur, on est bien, car ce n'est pas trop court, ce n'est pas non plus trop long, il y a un bon équilibre en plus dans le choix des nouvelles, par rapport à la première nouvelle, ce qu'il y a après, etc. Et la dernière, l'éditrice a vraiment fait de très bons choix. Le titre du recueil, c'est quand même Amour surnaturel. On a vraiment tous les ingrédients,
même le dégoulinant qui parfois m'exaspère. Mais quelle idée j'ai eue d'aller dans ce recueil de dégoulinant alors que je n'aime pas la romance. Non mais franchement ça m'a vraiment très surpris. Beaucoup de créatures fantastiques, de légendes oubliées, ou peut-être des faits réels que l'on a oubliés. Vraiment laissez-vous transporter par ce recueil. Passons maintenant au point positif. Dans la différence, la force. Chaque plume est différente et pourtant on sent un lien qui les raccroche. De l'amour peut-être mais pas seulement. Ça va même au-delà du thème de l'Appellatex qu'on a vu. Les univers. C'est riche, c'est développé, on est embarqué en fait dans chaque nouvelle, dans l'univers d'une autrice ou d'un auteur. Là vraiment on peut rien dire là-dessus. Les différentes créatures. Il n'y a pas que des sorcières et des vampires, ce que l'on côtoie le plus souvent, oh non. Et en plus il y a beaucoup de thèmes brassés dans ces nouvelles. Les thèmes abordés. Et oui je l'ai dit juste avant, les thèmes abordés, la profondeur aussi en peu de pages. Méfiez-vous des apparences, on peut croire que certaines nouvelles de prime abord sont légères, pourquoi pas déjà vues, mais en réalité les chutes nous réservent bien des surprises. Le dégoulinant. Alors pour celles et ceux qui aiment, c'est assez bien dosé. Bon, c'est sûr que pour moi il y a un petit peu trop de dégoulinant puisque je ne suis pas très fan de la romance, mais pour d'autres effectivement ils peuvent se dire waouh c'est trop bien. Et il y a également des petits points négatifs. Alors ça rejoindra un point plus haut que j'avais déjà annoncé. J'ai eu un petit peu de mal avec une nouvelle en particulier dans laquelle l'univers était si développé que j'ai cru à un roman ou un début on va dire de roman, et pour le coup j'ai vraiment dû noter plein de choses ou d'aller on va dire récupérer, donc de m'arrêter dans la lecture, d'aller voir on va dire la définition de tel ou tel thème, donc forcément j'avais moins le speed de la nouvelle du début à la fin que les autres. Le romantisme, le dégoulinant. Bon, alors ça va, certaines nouvelles n'en abusent pas. Bon, on est dans un recueil d'amour surnaturel, d'accord. Donc ça fera plaisir à celles et ceux qui aiment. Et mais si vous n'aimez pas trop le dégoulinant, oui, vous risqueriez d'en avoir une surdose. Ou alors, essayez un petit peu de sortir de votre zone de confort comme moi. Pour conclure, en résumé, si vous adorez mettre un petit peu de piment à la Saint-Valentin, ou si vous ne savez pas quoi lire durant le confinement, ce recueil est fait pour vous. Beaucoup d'auteurs à découvrir d'univers très différents et riches. Je le recommande. Voilà, c'était la chronique du recueil Amour surnaturel volume 2, édité chez l'Alsacienne Indépendante. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire. Je rappelle que si vous souhaitez nous soutenir, c'est possible dès à présent en vous rendant sur les sites des plateformes. Et en attendant la prochaine chronique, soignez votre plume.